débat. Prince Bill Aïtidi. Nouveau numéro de Actu et Débat cette semaine. Nous sommes lundi en studio. Deux invités, Sergino Lokosu, journaliste. Sergino, bonsoir. Bonsoir, Prince Bill Aïtidi. Bonsoir aux amis auditeurs de Radio Cotonou. Vous serez avec Jules-Léandre Kitty, consultant média. Jules-Léandre, merci de prendre le rendez-vous à nouveau. Bonsoir. C'est moi, c'est un plaisir partagé. Espoir à Guémont, Patrice Béjar à la mise en onde et à la prise de vue. Présentation Brice Bill Aïtidi. Nous parlerons entre autres du démarrage de l'examen, de la phase écrite de l'examen du baccalauréat, l'inauguration et la mise en service du marché urbain de Kadiaron. Et puis, vous le savez très bien, la levée de l'immunité de Mohamed Bazoum par la coup d'État au Niger. Nous en parlerons également. Nous nous retrouvons juste derrière ceci. Actu et débat. Merci de vous installer, chers amis auditeurs de la Voix des Cotonois, Radio Cotonou, pour actuer débat de ce lundi. 75 373 candidats composent depuis ce lundi dans la matinée pour le compte de la phase écrite du baccalauréat session de juillet 2024. Le lancement au plan national a eu lieu, bien sûr, à Dessazouma. Je vous propose de suivre ici la ministre de l'Enseignement supérieur. Elle sera suivie de celui de l'enseignement secondaire, bien sûr, au lancement à Dessazouma. Globalement, comme vous avez pu le constater, cet examen édition 2024 concerne 75 373 candidats, dont 32 937 filles et contre 77 564 l'année dernière, ce qui affiche une diminution de 2191 candidats. Vous le savez très bien, nous avons procédé à un assainissement du système de sorte que les intrants puissent servir à ceux qui sont réellement préparés à cet examen. Le gouvernement fait un choix d'accompagner les candidats, les élèves qui s'intéressent à ces filières pour pouvoir leur assurer beaucoup de débouchés. Ça ne veut pas dire que les autres filières sont inutiles, pas du tout. C'est justement pour mieux équilibrer les filières et aller vers les filières techniques et qui doivent pouvoir alimenter les écoles de métiers que le gouvernement a mis en place cette stratégie. Donc sur le plan organisationnel, nous sommes vraiment satisfaits. Alors, par rapport aux candidats eux-mêmes, je suis très serein parce que nous avons eu une très bonne année scolaire, une année qui n'a pas été perturbée, une année où les cours se sont déroulés normalement. Les programmes d'études ont été achevés à 100% dans tous les collèges et lycées et donc normalement on devrait avoir de très bons résultats. Voilà, normalement, on devrait avoir de très bons résultats. Dixit à l'instant, le ministre de l'Enseignement secondaire. Vous avez suivi, Jules-Léandre Kitty, le déroulement de la matinée de cette première journée de composition. Impression générale, l'appréciation dans l'ensemble. Ben, j'observe que les ministres en charge de l'organisation de cet examen ont dit que ça s'est très bien passé. Ils sont allés jusqu'à dire, pour ce qui est du ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, que l'année a été une très bonne année. Il lui restait de dire que il est très sûr que les résultats seront excellents. Mais ceux-là, ils sont les gouvernants. La ministre de l'enseignement supérieur a beaucoup plus dit des choses qui m'ont préoccupé, à savoir que la diminution du nombre de candidats, elle a expliqué en même temps, c'est qu'il y a eu un travail de réorientation donc des élèves et beaucoup ont préféré donc aller vers les écoles de métiers et il y a des filières qui ont été priorisées, un travail d'orientation a été fait à ce niveau également, de sorte à ce que sans négliger, et je suis très content d'avoir entendu ça, sans négliger les filières où il y avait trop de monde, aujourd'hui on préfère qu'on étudie les réalités du marché du travail pour pouvoir orienter les enfants. Je dis que ça m'intéresse qu'elle ait mis cette ce bémol ou cette réserve là, parce que il y en a que j'entends encore, on s'entend également dans certaines sphères qui préfèrent dire bon voilà,
pour que nous soyons dans le meilleur monde désormais. Il faut plus jamais former des gens qui sont dans les œuvres d'esprit ou des gens qui sont dans des filières littéraires. Non, on en a besoin. Mais quel est le savant dosage qui est nécessaire pour que nous puissions produire des cadres qui sont exploitables, utilisables tout de suite. Alors que il y a eu plus de 32 000 filles aussi sur 75 300 et quelques 73 candidats. 73 candidats. Bon, alors moi je pense que il y a un effort qui a été fait à ce niveau également. C'est un peu moins de la moitié, je crois. Hein. C'est un peu moins de la moitié. Avec plus d'efforts, on aura beaucoup plus de filles parce que c'est pas le moment de rentrer dans tout ce que les enfants qui n'ont pas réussi le cursus scolaire, toutes les déviances dans lesquelles ces enfants se retrouvent. Lorsque ces enfants sont encore des filles, c'est vraiment beaucoup de problèmes à gérer. Donc moi je pense qu'il y a à attendre que tous les jours de l'examen, en tout cas les 3 ou 4 ou 6 jours d'examen, selon les filières, se terminent et que ça se passe sans anicroche. Mais j'ai pu entendre quelque chose que je n'ai pas retrouvé dans votre extrait, je l'ai lu quelque part. Il paraît qu'il y a un nettoyage qui a été fait. Un travail d'assainissement qui a été fait également au niveau de ces établissements. Nous allons revenir, Julien Créti, le temps d'écouter Sergino Lokossou sur le regard qu'il porte sur cette première journée qui continue. Oui, je crois que le regard que je porte, c'est un bon regard, parce que le bac béninois aujourd'hui va en s'améliorant, on va dire ça comme ça. Il y a des choses qui sont intégrées et qu'il y a quand même des réformes qui sont opérées au niveau de notre système éducatif. On ne va pas demander mieux. Ce qu'on souhaite, c'est que ce système éducatif soit vraiment amélioré pour que ça ne soit pas après le bac que l'étudiant va décider de ce qu'il va faire à l'université. Je constate, et quand je suis les extraits des autorités en charge de l'enseignement, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que le gouvernement est à l'écoute et connaît déjà les réalités, parce que les réalités changent, je le dis. Les réalités de 2005, où moi j'ai le bac, ne sont pas forcément les réalités de 2024. Les choses ont changé. Et il faut véritablement adapter les filières, adapter ce que nous faisons aujourd'hui à nos réalités. Je pense que pour une première impression, elle est bonne. On va souhaiter que les élèves puissent travailler pour véritablement que le discours soit conforme aux résultats, le discours des autorités qui ont fait des pieds et des mains pour que cet examen ait lieu, que le discours soit conforme aux résultats, qu'on n'ait pas à accompagner forcément, à gonfler les chiffres pour que les résultats soient meilleurs. C'est ce qu'on va souhaiter. Et déjà, ce qui est encourageant, c'est que l'année a été une année paisible, sans grève. Et donc, je pense que avec ça voudra dire que les programmes ont été déroulés comme cela se doit. Et donc, on va attendre à un bon résultat, sûrement, que élèves et parents doivent s'attendre à un bon résultat, surtout les parents qui n'ont pas dormi, qui ont fait des pieds et des mains, qui ont cassé parfois la tirelire pour pouvoir... Qui sont toujours stationnés à l'instant même devant le centre d'examen. Évidemment, qui ont dépensé de l'argent, qui pour payer des cours privés, qui pour payer les fournitures scolaires, accompagner durant tout ce cursus. Ce qu'on va souhaiter, on va souhaiter une bonne chance aux élèves et que les résultats soient meilleurs par rapport aux résultats de l'année dernière. Vous parliez à l'instant de travail d'épurement, d'assainissement, Julien Créti. J'ai ouï dire que les organisateurs on testerait par exemple les candidats inscrits par sous-traitance des établissements fantômes qui passent par le biais d'autres établissements pour positionner les candidats. Alors, ce système ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi le phénomène a-t-il la peau dure ? Le phénomène a la peau dure parce que il y a des gens, des êtres humains fabriqués par Dieu, dotés de jugeotes, mais qui ont fait le choix délibéré de ne respirer que par la roublardise. Mais alors, vous n'allez pas dribbler un État tout le temps, vous n'allez pas sacrifier l'avenir des enfants
dont les parents, comme il a dit tout à l'heure, dépensent des sommes faramineuses pour l'éducation de leurs enfants tout le temps. Mais ceux-là, ce qui est extraordinaire, ils ont la possibilité de constituer des groupes de renforcement de capacité des enfants. Par exemple, vous êtes libre de créer une organisation qui propose des cours de renforcement, des travaux dirigés, comme on le dit, fait donc des négociations, des partenariats avec des établissements pour que, par exemple, pendant qu'on a des enseignants de mathématiques, de physique, de littérature, philosophie et langue, que même s'il y a les titulaires de ces cours-là dans ces établissements, que vous ayant les compétences pour organiser ça, que vous avez votre site et qu'on vous envoie les enfants, les candidats, peut-être pour qu'ils soient encadrés pendant un temps ou renforcés par d'autres des enseignants autres que leurs propres enseignants avec qui ils sont déjà trop habitués. Mais ça va toujours leur rapporter l'argent. Mais ils veulent s'appeler établissement formellement et ils veulent abuser de la confiance des parents. Alors qu'ils ne sont pas formels. Ils sont pas formels, ils font suffisamment de la publicité. Alors, ce qui est dramatique, c'est que lorsque après, à la fin, c'est seulement à la fin de l'année que les parents découvrent que l'établissement n'était pas régulièrement enregistré. Ils ont déjà été dépouillés de leurs sous. Leurs enfants sont traumatisés à eux, même ces enfants qui ne vont pas aller aux examens actuellement, qui ne composent pas actuellement. On ira faire un procès pour eux. D'abord, tous les parents n'auront pas, cela n'étant pas dans leurs compétences de vie courante, c'est pas nos habitudes, tous les parents n'iront pas porter plainte. Certains vont préférer s'enfermer et pleurer. Alors, d'autres iront porter plainte. Un juge va en connaître. On fera un procès. Ils vont faire des tracasseries. Mais cela ne va pas faire que l'enfant va avoir le bac 2024. Il n'aura pas ça. Et donc, ces personnes devraient savoir qu'ils sont en train de se comporter, comme j'ai coutume de le dire, comme de parfaits criminels. Et il y a des domaines, même quand vous voulez vous autoriser d'être criminel, franchement, il y a des domaines qu'il ne faut pas aborder. L'éducation, l'avenir d'un enfant, quand vous en faites l'objet de vos actes de criminalité, c'est compliqué. Et c'est comme vous vous amusez encore avec la santé des populations. Vous avez vu dans ce pays combien de grincements de dents ça a créé lorsque le gouvernement du président Patrice Talon est venu, a osé poser le pied dans l'étrier par rapport au centre de santé fictif. Moi, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai eu la chance de conduire pour un cabinet, par exemple, une étude sur l'état civil, il y a plusieurs années derrière, dans la commune de Soava, où j'ai été amené à parcourir tous les centres d'accouchement, publics comme privés, et informels. Mais j'ai vu des choses extraordinaires. Aujourd'hui, Soava peut se réjouir d'avoir un état civil amélioré, peut se réjouir d'avoir des centres de santé formels. J'ai vécu une scène que je ne vais jamais oublier, où je viens dans ce qui ressemble à tout sauf à un centre de santé, où on a fait accoucher une femme presque devant moi, dans des conditions où, même si ça devrait se faire par une matrone dans ma famille à la maison, je demanderais profane que je suis à ce qu'il y ait un peu plus de commodité. Mais ça a été fait et malheureusement l'enfant est décédé, l'enfant est mort-né. Alors, bref, si je fais cette parenthèse, c'est pour vous dire, ces genres de crimes-là sont assimilables à ce qui se fait dans le secteur de l'éducation aujourd'hui. Et le gouvernement béninois, c'est à son actif. Il faut le féliciter d'avoir détecté, parce que c'est pas facile, ces gens-là, ils ont tous les moyens pour faire chose. Et je souhaite que ce ne soit pas seulement les établissements fictifs là qui soient punis, que ce soit les établissements, également les établissements qui acceptent être dans ce deal-là avec eux, certainement qui se partagent l'argent. Et ça a été le même scénario avec ceux qui délivraient les permis de conduire. Vous voyez, pour moi, les roublards, les bandits, les hors-la-loi, ils peuvent toujours continuer à espérer, à se faire l'illusion qu'ils auront pignon sur rue. Mais si aujourd'hui,
Si hier ils étaient à partir de 2016, s'ils étaient 1 million et qu'ils sont devenus 300, un jour ils deviendront 10, un jour il va se retrouver une seule personne qui va se dire ce métier, il faut pas continuer à l'exercer et on va le mettre le grappin dessus, qu'ils soient punis à la hauteur, à la mesure de leur forfaiture. Mais franchement, j'ai envie de dire comme les Ivoiriens, j'ai envie de dire yako à tous les parents qui voient que les enfants n'iront pas. Et ces enfants qui vont être traumatisés, on n'est pas habitué à l'assistance psychologique dans notre pays. On va penser que bon, voilà, on va leur dire c'est pas grave l'année prochaine, mais ces enfants sont traumatisés à jamais. Oui. Parce que moi, je peux vous dire fièrement, chaque fois que je vais en parler, je peux vous dire en quelle année j'ai eu mon bac, et je vais vous dire j'ai eu le bac telle année, et chaque bac a cette spécificité. Dès que le président Patrice Talon est venu, les premiers examens qu'on a fait, que j'ai entendu des enfants dire moi j'ai eu le bac Talon, moi j'ai eu le PPC Talon. Peut-être que le bac, on dirait le bac apuré, moi j'ai eu le bac le plus dur. Mais l'enfant qui ne va pas l'avoir, il va être traumatisé. Peut-être qu'il va choisir de ne plus jamais reprendre le chemin de l'école. Peut-être si on ne le maîtrise pas, il choisira comme ses amis Gaiman, de devenir Gaiman. Heureusement que ce métier aussi ne marche plus trop au pays. Donc moi je dis, si on peut même publier les noms de tous ces établissements fictifs, publier les noms de tous les établissements qui ont été dans ce deal avec eux, et fermer ces établissements qui ont été dans ce deal avec eux, ça va être bien, et c'est les promoteurs de ces établissements vont comprendre qu'on s'amuse pas avec tout. Mais la faute n'est pas qu'à ces établissements uniquement, Sergino. Pourquoi les parents décident d'inscrire leurs enfants dans des établissements qui ne sont pas autorisés, dans des établissements, par exemple, un élève de terminale dans un établissement qui n'a pas de classe de terminale. Mais il faut dire que dans le lot, il y a beaucoup de candidats libres. Hein. Et écoutez, vous savez, c'est des gens qui sont assez minutieux, on va dire ça comme ça. Ils promettent des choses pas possibles aux parents, que depuis plusieurs années ils le font, et que c'est ce processus-là, eux, ils ont inscrit les enfants dans tel établissement, et que tel établissement est homologué, est autorisé, et qu'ils sont en partenariat avec ces établissements. Je pense que c'est une bonne décision. Si le gouvernement décide aujourd'hui de nettoyer les écuries au sein du système éducatif, je pense que c'est bon. Mais on aurait pris cette décision-là au début de la rentrée pour permettre à ce que ces élèves puissent participer. Parce que quand vous prenez la gouvernance, c'est pratiquement la mode de gouvernance du chef de l'État. L'humain est au cœur de la gouvernance. Et quand on a une gouvernance de cette façon, basée sur l'humain, je pense que les décisions que l'on doit prendre doit essayer quand même de mettre l'humain au centre. Moi, je me dis aujourd'hui, ceux qui sont peinés ne sont pas forcément les parents, comme l'a souligné le consultant, ce sont les enfants qui n'ont pas pu participer à cette babac-là. Je pense qu'on pouvait prendre cette décision peut-être au début de l'année pour arrêter, stop à ces établissements qui ne sont pas homologués, qui ne sont pas autorisés et qui ont toujours fonctionné de cette manière. Si on en arrive à détecter ces établissements aujourd'hui, enfin cette année, et on a interdit à leurs élèves de se présenter au baccalauréat, c'est que le système existait il y a longtemps. Il a souligné. Et donc moi je pense que... Vous voulez qu'on le fasse comme on a fait pour les universités. Exactement. Moi je pense que ça aurait été fait de cette manière que ça serait bon, que les enfants ne seraient pas à la maison en train de pleurer, parce que quand ils verront les épreuves le soir, ils vont se dire peut-être que cette épreuve est facile, je peux traiter cette épreuve, je peux quand même m'en sortir. Je pense que c'est un peu difficile quand on est élève et quand on a reçu mandat de protéger le peuple, quand on a reçu mandat d'éduquer la population, parce que c'est ça le mandat que le chef de l'État a reçu, c'est d'éduquer aussi la population. Et quand on a reçu ce mandat-là, je pense qu'il faut agir à ce que les gens ne soient pas lésés, pas aux potes et à quelques heures de l'examen qu'on leur dit vous n'allez pas participer à cet examen. Je pense que c'est douloureux. Maintenant, je pense que le mal est là, on va les assigner, on va peut-être aller devant les trous et tribunaux du pays. Moi, je pense que là, ça ne va rien régler. Je crois qu'il y a une commission au niveau de l'office du baccalauréat qui s'apprête à... Et ce que moi, je veux dire, c'est quoi? Au-delà du bac, il y a quand même des universités qui le font. Comme il a dit, il y a des siècles d'enseignants peut-être qui ont créé ce système-là et qui forment des étudiants qui ne présentent pas, s'ils n'ont pas d'établissement, ils les forment et ils font présenter ces étudiants dans d'autres établissements. Donc, que la mesure soit étendue au niveau des universités, je pense que ça sera une bonne chose et que véritablement qu'il y ait quand même une session de rattrapage. Je dis ça comme ça. Peut-être que je rêve en couleur. Qu'il y ait une session pour permettre quand même à ces candidats qui ont payé leur scolarité et qui ont payé les frais que connaissent
pièces, qui ont quand même payé les frais de travaux dirigés, qui ont payé un certain nombre de frais pour pouvoir participer à cet examen-là. C'est vrai qu'il y a des candidats libres. On connaît la candidature libre. Comment ça fonctionne? C'est que le monsieur peut-être est en train de travailler, peut-être qu'il est enseignant au cours primaire, il veut le bac pour pouvoir évoluer. Donc, il reste un candidat libre. Il se fait présenter par un établissement qui est autorisé, homologué pour pouvoir faire son examen. Je pense en gros que c'est une bonne décision, mais le timing choisi pour moi pose un peu problème parce que c'est vrai, vous allez me dire que le gouvernement n'a pas de temps pour prendre des mesures. C'est vrai, il n'y aura pas de temps pour éteindre le feu. Quand le feu commence, on ne doit pas attendre que bon là c'est ici, non, on a besoin de toutes les eaux, je vais dire ça comme ça, pour éteindre le feu. Mais je pense que quand il s'agit des humains, il faut choisir un timing pour permettre à ces candidats de participer à cette mesure. Je pense que c'est une bonne mesure, mais le timing... Un mot rapidement pour finir sur ce tableau. Oui, très rapidement, sur le cas des candidats libres. Je pense que si dans le lot, il y a des candidats libres qui se sont présentés comme tels en relation avec des établissements homologués, ça devrait pouvoir être traité spécialement autrement. Parce que la formule de candidat libre a toujours existé. Ouais. Et ça ne pose aucun problème du point de vue du droit. C'est normal. Quelqu'un peut, j'ai pas eu le temps de savoir le candidat le plus âgé au bac. Cette fois, ça, on s'est toujours amusé à avoir cette image où vous avez quelqu'un peut-être de 60 ans qui vous dit je veux passer le bac à 50 ans et tout. Bon voilà. Donc si quelqu'un à cet âge il veut le faire, si on l'en empêche, c'est une violation des droits de l'homme. Donc de ce point de vue là, on doit savoir est-ce que le candidat libre a rempli les documents comme cela se doit vis-à-vis de l'office du bac en disant candidat libre. Parce que l'office du bac doit avoir un créneau pour traiter ces cas. Maintenant, si ce n'est pas présenté comme ça, l'office du bac offre la possibilité pour les gens de se présenter comme ça. Et que lui préfère aller dealer avec un établissement qui n'est pas homologué et qui ira après le présenter sous la bannière d'un autre établissement homologué. Je pense qu'il s'est mis dans l'illégalité lui-même. Et là, il n'est plus un candidat libre, il est un candidat fictif, c'est tout. Voilà. Des conseils aux candidats qui composent actuellement, peut-être on va passer votre posologie en temps pour avoir le bac, non? Oui, mais je vais vous dire, ça va vous surprendre. Cette posologie qui m'a permis moi d'avoir le bac comme si j'étais en train de faire un jeu, c'est que j'ai même pas pris tout le sérieux extrême qu'on met dans le déroulement d'un examen. Je me rappelle très bien avoir composé au père au Pierre. Je suis venu le matin là, j'ai regardé, mais quelle épreuve on va me donner maintenant que je ne peux pas réussir à traiter. Alors, j'ai considéré que j'ai fait le plus dur en classe. Et donc, quand vous êtes devant les épreuves, est-ce que moi j'en prends, même à mes enfants, je dis, vous avez l'épreuve devant vous, vous êtes considéré que vous êtes deux êtres humains, l'épreuve a une âme aussi, regardez-la, dites-lui, entre nous deux, c'est moi le chef, entre nous deux, c'est moi le sachant, celui qui est arrivé, et je ne suis là que pour détecter les pièges qui sont mis dedans. Et les épreuves, en réalité, du point de vue pédagogique, c'est comme ça que c'est conçu. C'est-à-dire que c'est des choses que vous connaissez, mais on y glisse des pièges et on voit si vous avez les réflexes pour détecter ça. Et dès que vous détectez ça, ça marche très bien. Maintenant, il faut jamais pleurer sur le lait renversé. Il faut jamais chercher même à savoir quand vous avez fini une épreuve si vous avez été excellent dedans ou pas. Quand vous sortez comme ça, on vous prend les copies. Allez, vous rentrez. Assurez-vous qu'il n'y a aucune copie sur laquelle vous avez raté d'écrire correctement votre nom, d'écrire votre numéro de table, d'écrire votre série et tout. Parce que même quand on doit vous donner 0 par exemple, un enseignant, un correcteur qui est en face de votre épreuve, votre copie, il regarde, il voit si vous avez au moins présenté ce qu'on vous avez compris au moins le sujet. Après, vous avez fait des erreurs. Il peut vous donner ne serait-ce que 1 point à ce niveau. Et s'il vous donne 1 point, vous êtes capable, par la grâce de Dieu, peut-être que vous avez eu des notes extraordinaires dans beaucoup de matières, vous pouvez vous retrouver avec la moyenne. Et pour l'examen, on veut la moyenne. Mais si vous commettez des erreurs, de ne pas réussir l'épreuve et en même temps de ne pas bien écrire votre nom ou de ne pas prendre le temps de faire tout ça, c'est pas normal. C'est la catastrophe. Et on nous a tout le temps dit à l'école qu'une épreuve, il faut la lire jusqu'au bout. Il y a un gros piège à ce que quand il y a 3 exercices par exemple, un étudiant ou un élève, un candidat, il lit le premier exercice, il se rend compte que oui, ça je connais, j'ai étudié, il se jette là-dessus, il se rend compte que c'est à la 3e partie de ce premier exercice qu'il est bloqué, il passe 30 minutes, il perd le temps.
Et c'est quand on dit, c'est coup ça la montre maintenant, dernier sprint, qu'il commence par lire les autres exercices, il se rend compte que c'est plus facile. On nous a appris simplement, prenez le temps de tout lire, relisez une seconde fois, pourquoi pas une troisième fois, le plus facile. Et puis quand vous finissez, on vous demande de donner votre copie, il est l'heure, donnez-la. Parce que dès que vous allez commettre une faute là, on vous prend, vous êtes dans l'illégalité et vous allez perdre tout le reste. Et après, soyez zen, mangez rien de compliqué. Arrangez-vous pour être à l'heure. S'il faut être là 1 heure avant, c'est toujours mieux d'être assis 1 heure avant, de contempler la salle, et puis un professeur qui vient les surveillants. Il y a de ces surveillants, les enfants ont déjà fait une année scolaire, ils sont en classe pour composer, c'est maintenant lui, parce qu'on lui a permis d'aller à la surveillance pour gagner quelques perdièmes, c'est maintenant lui veut bomber les muscles sur les enfants pour jouer le surveillant méchant. Non. Pour les influencer. Il n'est pas là pour vous influencer. Si un surveillant vous dérange, vous le signalez aussi. Non, je pense qu'il y a plus de surveillants qui bombent de muscles maintenant. Avec les réformes qui sont rentrées dans le système éducatif, il y a quand même que les surveillants ont compris que... Mais ce que j'ai noté, c'est que ce sont les enseignants qui suivaient maintenant. Ce n'est plus les gens de la ville... C'est plus les vendeuses de pain. Les vendeuses de pain ou copines d'un directeur. qui suivaient maintenant. Ce qu'on va demander aux candidats, c'est... Il n'y a pas de formule mathématique en la matière. C'est d'être concentré, comme il a dit, sur les épreuves, et d'être zen et d'être à l'heure. C'est tout ce que je peux le dire. D'être zen et d'être à l'heure. Le bac béninois reste toujours un label. On va passer à un autre sujet maintenant. Le Bénin va certainement tourner la page des incendies et de tous les ennuis liés à nos marchés. Le marché de Kadjaroun, dont l'inauguration ouvre une série d'autres inaugurations, a été effectivement mise en service. La ministre du Commerce à l'inauguration, Shadia Assouman. Le marché de Kadjaroun que nous inaugurons aujourd'hui, c'est un des 20 joyaux que nous allons mettre en service, dont 9 à Cotonou. En plus du fait que ces sites marchands mettent nos mamans, nos femmes et les usagers à l'abri des intempéries, que ce soit la pluie, le soleil et d'autres aléas, ils mettent à leur disposition un service de gardiennage, d'entretien, surtout de gestion des déchets. Et c'est cela même qui garantit la sécurité sanitaire de nos aliments. Chers mamans du marché de Kadjaroun, voici votre joyau. Mais au-delà de répondre à l'éternelle question, combien allons-nous payer pour l'occupation de ce site tellement il est beau? N'ayez pas peur, je vous invite plutôt à entretenir votre marché et à prendre soin de lui, et il se comportera tel une poule aux yeux d'or. La ministre du Commerce à l'instant, Shadia Assouman. À sa suite, nous vous proposons de suivre le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondji Atropo. Au moment au-delà de l'ouverture du marché de Kadjaroun, c'est le début de l'ouverture des différents marchés. On ouvre ce marché aujourd'hui, bientôt un autre marché, bientôt un autre marché. Je voudrais donc saluer la Nagel, sa directrice et tous ceux qui ont travaillé pour que nous soyons là aujourd'hui. Les femmes ont besoin de marchés, mais elles ont besoin de marchés modernes, elles ont besoin de marchés assainis. Et c'est à cela que nous assistons ce matin. Je ne voudrais pas être plus long que ça. Une fois encore, merci. Je voudrais inviter les femmes à travailler, à entretenir ce marché. Pour que toutes les fois que nous passerons ici, nous soyons fiers d'avoir mis à leur disposition un tel royaume. Le maire Luc Setondji Atropo, à l'instant, qui appelle à l'entretien de ce marché. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais avant, Sergino Lokossou, vous avez vu également les images. Marché urbain aux standards international, couloir et stand lumineux, mobilier identique, brasseurs et sanitaires. C'est pratiquement un bijou. Hein. Évidemment, on ne dirait pas que nous sommes à Cotonou. C'est tellement joli, tellement beau. Je pense que tout le mérite revient au chef de l'État. Je me rappelle en 2016 quand il rencontrait les dames du marché, il disait j'ai beaucoup voyagé, Singapour, France, un peu partout, je vois comment ça se passe et j'ai envie de faire ça chez moi. Quel tort ai-je à vouloir ramener tout ce que je vois à l'étranger chez moi? Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien, c'est beau, c'est un bon marché. Les femmes peuvent exercer leur commerce librement dans ce marché. Maintenant, le problème qui se pose, c'est l'entretien. Est-ce qu'elles auront quand même les moyens pour entretenir ce marché, ou du moins, l'État va mettre à disposition des agences pour entretenir ce marché-là? Parce que je pense que c'est une bonne chose, ça va aider les femmes à faire le commerce comme cela se doit, à être à
à l'abri des intempéries, comme l'a souligné l'élément que vous avez joué tout à l'heure. Je pense que c'est une bonne chose. On va espérer, parce qu'on avait tellement espéré à quand l'inauguration de ces marchés-là. Ça a commencé. On espère que dans d'autres arrondissements de la ville de Cotonou, on va inaugurer ces marchés. Au-delà de Cotonou, dans d'autres villes du Bénin, ces marchés seront inaugurés pour le bonheur des femmes qui ont quand même assez souffert par rapport à ces marchés-là et qui ont été d'abord renvoyés pratiquement. Ils ont cherché des marchés secondaires pour pouvoir faire leur commerce. On va espérer que les populations également fréquentent ces marchés-là. Parce que quand vous voyez le joyau, comme vous l'avez dit, quand vous voyez, c'est tellement beau qu'on se dit, est-ce que c'est les prix qui sont pratiqués dans les marchés qui vont être pratiqués dans ces marchés-là? Est-ce qu'il n'y aura pas de différence? Et je pense à ce niveau-là, les autorités doivent communiquer par rapport à ça aussi, que la communication soit quand même relayée par plusieurs médias à Cotonou et en dehors de Cotonou, pour quand même permettre à ces usagers de nos marchés de fréquenter ces marchés. Nous autres, on n'a peut-être pas de problème à fréquenter ces marchés. Vous allez me dire qu'on a été à l'école, donc on a d'abord pris l'habitude d'aller dans les supermarchés et tout, et donc ça sera facile pour nous. Mais il faut inviter les populations, il faut que la communication autour de ces marchés soit bien faite pour permettre aux populations de fréquenter, et pour quand même aussi que les femmes qui doivent s'installer dans ces marchés pour vendre puissent avoir de place, et qu'on les accompagne. Et je pense que le gouvernement est dans cette dynamique-là. C'est une bonne dynamique. On ne demande pas assez. Réforme, oui, mais placer l'humain au cœur des réformes. Je pense que c'est la preuve. Et d'autres, vous allez me dire que c'est le social qui est en cours. Le hautement social prôné par le chef de l'État lors de son deuxième et dernier mandat constitutionnel qui est en cours. On va souhaiter que d'autres villes également, pourquoi pas, même dans les recoins du pays, que ces marchés soient inaugurés et soient construits également. Alors avant cette ouverture, Jules Léandre Kitty, il y avait les critères d'attribution de places qui faisaient polémique. Le gouvernement a définitivement vidé cette question en procédant par tirage au sort en présence du CIE. Vous voyez, vous constatez déjà que la question a été vidée parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore entendu de plainte de la part de ces femmes ces usagers, parce qu'il y a des hommes aussi usagers de ces marchés-là. Ça veut dire qu'ils sont plus ou moins satisfaits, particulièrement les femmes, de ce qui a été fait, l'option qui a été faite par le gouvernement. C'était une des patates choses qui était aux mains du gouvernement pour l'attribution. Vous savez, si vous ne savez pas faire les choses comme il se doit, avec en toute légalité et en toute transparence, eh bien, ça peut plomber tous les efforts que vous faites de moderniser, de faciliter la vie aux gens. Et vous allez investir beaucoup d'argent de l'État, vous allez avoir de très belles idées, mais après, on va noyer vos efforts et se moquer de votre gouvernance. Je pense que le président Patrice Talon et son gouvernement ont décidé de faire les choses comme cela se doit. Observez également que dans le style de gouvernance du président Patrice Talon, vous voyez, loin de la quête effréné de populisme là, il fait les choses, même s'il y a des grincements dedans, il les fait dans le timing qu'il faut. Vous avez dit tout à l'heure, il y a très longtemps qu'on réclamait l'inauguration de ces marchés, mais personne ne se demandait mais qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Voilà, on voyait ce qui était très beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y avait des schémas à faire, il y avait des questions qui se posaient à des moments donnés, certainement. On s'est demandé, alors, comment créer les couloirs pour que, avant, des gens traînaient des motos ou des voitures pour entrer pratiquement dans le marché. Maintenant, est-ce qu'on a pris des dispositions pour qu'ils puissent garer leurs motos et leurs voitures comme cela se doit, rentrer en toute sécurité dans le marché? Il y avait une propension des femmes même si elles ont des places dans les marchés, à prendre une partie de leurs marchandises, à venir s'exposer aux alentours du marché, au premier mètre quand vous rentrez dans le marché, parce que il faut rencontrer la clientèle dès qu'elle arrive. Mais quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que celui qui rentre dans le marché puisse savoir, je veux prendre des fruits, voici la zone, je veux prendre des pagnes, je veux prendre des bijoux, je veux prendre quoi, je vais acheter de la viande. J'ai été heureux de voir que dans ce décor si merveilleux, si propre, eh bien, il y avait une place pour le boucher qui avait des morceaux de viande qu'il vendait aux gens, et il y avait des dispositifs vitrés par endroits
qui permettait que ils puissent faire ces échanges avec les clients. Et vous allez voir, la plus grosse difficulté pour moi, c'est même pas ce que les femmes vont payer, parce que tout compte fait, ça va se savoir. Ces femmes, si c'est difficile pour elles, elles vont le dire. Et un gouvernement qui connaît ses devoirs régaliens a toujours la possibilité de prendre des mesures pour dire, écoutez, si le prix est à ce niveau, ça va poser problème pour nos moments au marché. On peut rabaisser, on peut subventionner. On a déjà vu notre gouvernement, face à des situations plus cruciales que ça, débourser beaucoup d'argent pour subventionner des choses. On a vu dans le temps de la Covid ici. Mais non, le plus dur, c'est au niveau de ces femmes, ces usagers eux-mêmes. Je prends l'exemple, pour parler comme tout bon béninois, la vendeuse de tomates, fruits. Vous avez de ces marchés où une face cachée de ce commerce qui étaient les tomates avariées, les tomates presque pourries, que les mamans n'osaient pas ou ne concédaient pas d'aller jeter dans des poubelles, mais il y avait comme d'autres dames qui venaient les acheter. On traînait les paniers fabriqués de façon artisanale là partout, et ça suintait, ça laissait partout. Qu'elle sache que ça n'arrivera pas. Ce ne sera pas possible de faire ça dans ces marchés-là. Alors que si elles s'accommodent de l'infrastructure qui est donnée, entretiennent bien ça, regardez la question des dépendances, par exemple les toilettes et autres, l'entretien. Quand vous rentrez dans nos marchés avant, c'était difficile à supporter. Et l'autre chose, je continuerai de parler en tenant compte des réalités béninoises de notre sociologie. Je ne veux pas jouer à Koé qui ne voit que ce qui est très beau à la télé. Nos commerçants dans nos marchés, il y a des marchés quand vous veniez dedans très tôt le matin, parfois on retrouvait des sacrifices déposés à des intercessions ou devant des étalages. Il y a la pratique très répandue des piquets qu'on mettait. Comment ça va se faire ça? Il faut que les gens comprennent que pour faire du business, il faut proposer simplement de très bons produits. Il faut proposer ces produits dans un cadre agréable, un cadre qui peut attirer le client. Vous regardez, lorsqu'il y a je vais pas pour faire la publicité pour un supermarché, je vais pas appeler son nom, mais un grand supermarché, pour ne pas dire le plus grand à Cotonou. Au début, les gens, on se disait que non, mais tout le monde ne pouvait pas aller là. Vous avez aujourd'hui beaucoup de gens, c'est devenu ordinaire que d'aller faire des emplettes là-bas. Ce n'est pas toujours parce que les gens n'ont pas envie de faire économie de leurs sous. Ça coûte légèrement plus cher, mais ils préfèrent aller là-bas parce que dès que tu arrives, on s'occupe de toi. Ce que tu veux, tu l'achètes. Et puis, tu es sûr d'avoir la qualité. Regardez dans ces marchés, vous n'aurez pas des produits exposés au soleil. Des produits qui vont prendre tout ce qu'il y a de nutritionnel, de nutritif dedans, ça va disparaître, ça va créer d'autres maladies. Et je suis sûr qu'il doit y avoir un dispositif sanitaire aussi dans ces marchés-là, un dispositif de prévention des incendies. Combien de marchés n'ont pas brûlé dans notre pays? Donc, il faut que ces choses, on puisse les ranger. Donc, le chef de l'État, il a bien fait de voir grand. Et j'ai souvent dit chez quelqu'un, il réalise beaucoup de choses, mais le bilan que je trouve au président Patrice Talon, qui fait qu'il ne sera jamais oublié, qui fait que moi, je serai amené à le porter en triomphe sans être un griot, c'est simplement qu'il sait allumer le cerveau des gens. C'est-à-dire que ces gens de marché, si on disait, on mettrait des maquettes à des Béninois pour dire, on va le faire ici, on va dire non, ça c'est pas pour nous, non, on peut pas le faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'ai envie de le faire. C'est dur, après un temps, il le fait. Il montre que c'est possible. Ça veut dire que quelqu'un qui prendra le pouvoir après lui, je ne le vois pas en train de construire des marchés en descendant le niveau, d'accord? Et je me réjouis pour finir de ce que ça a été dit, que d'ici la fin de l'année, donc d'ici décembre, je crois que ça fait 20 marchés, tous ces 20 marchés vont être inaugurés, vont être ouverts. Ça, c'est officiel, l'information. Ça veut dire que les Béninois, surtout les commerçants, au moment des marchés, vont vivre 6 mois à venir là,
le hautement social parce que c'était difficile pour elles. Quand je vois les femmes du marché de Ganki par exemple, là où elles sont allées se coincer autour de non loin de l'ancien pont, elles piaffent d'impatience certainement de retrouver leur espace de business. Et jusqu'au nord, ce qui est bien aussi, ces marchés sont répartis un peu partout dans le pays, et il faut pouvoir l'étendre dans d'autres villes. Ce qui est heureux, c'est que les incendies que nous avons constatés à Tokba et dans d'autres marchés où les populations mieux gérées. Exactement, où les femmes appelaient le chef de l'État à la rescousse, venez nous sauver, on a fait des prêts à la banque, tout est brûlé. Je pense que avec l'inauguration de ces nouveaux marchés, on va quand même essayer d'éviter un et au cas où il y aurait pas les sapeurs-pompiers viennent, ils n'ont pas forcément accès à l'espace. Là maintenant, même si pas extraordinaire ça venait, il y a déjà des dispositifs qui permettent à des gens qui sont sur place dans ce marché-là de pouvoir tenter donc d'éteindre ces feux-là. Et quand les sapeurs-pompiers vont venir, il y a toute la possibilité aujourd'hui pour aller jusqu'à là où de gérer le sinistre. Et là, des gens, ne soyez pas surpris que des marchés de la sous-région soient vidés de certains acteurs là-bas et qui veillent préférer nos marchés ici. Exactement. Et c'est vite fait que ces marchés-là vont devenir tout de suite des marchés internationaux. Parce qu'un marché n'est international que par la nature, la provenance de l'origine de ceux qui fréquentent ce marché. C'est pas le bâtiment, c'est pas... Ici, maintenant, on a non seulement l'infrastructure, mais on va mettre ça va être tellement agréable que quelqu'un qui vient à Lomé, qui quitte Abidjan pour venir à Lomé, vous savez, beaucoup de Béninoises qui quittent ici pour aller à Abidjan. Les marchés là-bas ne sont pas forcément plus attractifs que ce que nous avons ici, mais parce que là-bas, les gens ont fait un marketing autour. Et donc, il faut maintenant que tous les Béninois, tous ceux qui sont dans le tourisme, tous ceux qui sont dans le business, tous ceux qui sont dans la communication comprennent que la destination Bénin de ce point de vue aussi doit être vendue. Tel que les gens quittent Cotonou pour dire je vais dans le marché de Lagos, je vais dans le marché de... Il faut que quelqu'un quitte Abuja pour dire je viens dans le marché de Kadiaou, le marché de Ganki, et puis on demandera à l'étranger c'est où Ganki, c'est où Kadiaou, c'est où Ologede, et puis c'est le Bénin qui va gagner. Mais non aussi. Voilà. Je vais rappeler aux amis auditeurs qu'ils sont sur Actu et Débat, Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Nous sommes au marché de Kadiaron. Le règlement intérieur prescrit, Sergino, le respect entre autres des heures d'ouverture et de fermeture, l'interdiction du travail des enfants, l'interdiction de sous-louer. Sous-louer, nous parlons à l'instant de sous-traitance là, sur un autre front. Alors, la sous-location est courante dans presque tous les marchés. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce qu'on pourra réussir à véritablement l'endiguer, rien qu'avec un règlement intérieur? Non, c'est possible. C'est possible. On va le faire parce qu'il y a des bonnes dames qui ont les moyens et qui achètent des places et qu'elles relouent après. C'est-à-dire, elle achète, elle n'utilise pas, mais elle embauche d'autres dames qui les payent. Elle paye déjà à l'État. Je pense que c'est une forme d'exploitation qui ne dit pas son nom parce que elle paye cher et elle doit vite payer parce que la bonne dame qui a sa place ne va pas permettre à ce que tu dois des arriérés. Je pense que l'État, en construisant ces marchés, est en train d'éviter un certain nombre de choses. Et les choses que l'État évite, il y a aussi ça. Et je pense que le règlement intérieur s'impose à tout le monde. C'est une loi. Une loi, elle est un peu personnelle. Elle s'impose à tout le monde. Et je pense que les bonnes dames sont également dans cette dynamique-là, avec le gouvernement, de faire respecter le règlement intérieur. Le règlement intérieur se sera respecté parce qu'on ne peut pas vouloir d'une modernité sans quand même tenir compte de ces exigences, comme vous l'avez dit. Si vous voulez avoir plusieurs places dans un marché, vous allez les avoir, mais en votre nom, et vous allez faire vos commerces sur ces places-là, mais pas pour louer ces places-là. Et je pense que c'est une très bonne décision parce que il y a des dizaines d'années en arrière, des 20 ans en arrière, ça a cours dans nos marchés un peu partout sur le territoire national. On te dit, elle est la présidente, toutes ces places-là, d'ici jusqu'au dehors, on dit que c'est pour elle. C'est pour la présidente. C'est pour la présidente, c'est elle qui gère. Et donc, si tu dois avoir une place dans le marché, il ne faut pas forcément aller à la mairie, va voir la présidente, c'est elle qui a les places, c'est elle qui loue les places ici. Et donc, je pense que tout ça là, on va essayer de corriger et c'est pour le bonheur des bonnes dames et qui souvent
souvent souffrent parce qu'elles n'ont pas de place. On va réussir à l'enrayer, ça va être au moyen d'un règlement intérieur. Non, ça va être difficile, mais ça va être possible parce que il y a déjà eu le simple fait que on ait construit ces marchés, c'est une manière de transformer des impossibilités supposées en possibilités, en réalité aujourd'hui. Vous savez, il y a le règne de ces présidents dont vous parlez là. C'est pas facile, hein. C'est tel que vous en parlez là. Ce sont des demi-dieux dans les marchés. Des incontournables. Et ils étaient capables de décider, de décréter qu'une telle personne ne reste plus dans le marché, ou telle personne reste, ou la place qui est réservée pour 2-3 personnes, que 5 personnes se la partagent. Et donc, il y avait des menaces derrière quand vous voulez leur résister. Et même les agents de la mairie savent qu'il y a c'est pratiquement des zones interdites. Ouais, c'était des souris qui connaissaient les carrefours des chats dans ces marchés-là. Donc, il faut arrêter le règne de ces présidentes de marché là aussi, parce que vous allez les voir bientôt, qui vont commencer par dire tout le bien qu'elles pensent du président Patrice Talon. Heureusement, lui, il n'est pas de nature à ce qu'on vienne lui dire des bondieuseries pour le louer, pour faire les griots pour lui. Non, il va dire de quoi il s'agit. Il n'y a pas des parties de Kpadouhou à faire pour lui, pour qu'il dise allez faire le bordel que vous faisiez avant. Deuxième chose, la question de sous-traitance là, c'était énorme. Vous avez des gens qui ont pris titre foncier de boutiques dans des marchés par le passé et qui ont fait plusieurs générations d'enfants qui ont été au marché, d'autres sont venus et après qui recrutent une personne, loue un espace et peut recruter, même si elle est là, peut recruter après 3-4 personnes là autour. Ça fait que si on laisse pratiquer ce système dans ces marchés-là, ce que vous avez vu dans les images, là, moi j'y suis pas encore allé, j'ai vu dans les images, ce que vous avez vu là, tous les espaces entre les étalages vont être bouchés. Et ça, il faut éviter ça. Parce que quand un drame va survenir, quand il y aura une situation, il faut intervenir dans le marché, ce sont ces espaces-là qui vont être exploités. Moi, je pense que ça va être possible tant qu'il y a un système de contrôle autour. Dieu merci, je crois que l'ancêtre Sogemad a laissé place à une nouvelle société qui va gérer directement les marchés. Je ne sais pas si on a été capable de régler les passifs de la Sogema, des gens qui doivent, de toutes ces femmes que vous dites qu'elles payaient pour louer, parfois elles ne payaient pas pendant beaucoup d'années. Peut-être qu'elles ne payaient pas et peut-être qu'il y avait connivence avec les dirigeants de la Sogema. Peut-être aussi que les formules mystiques leur permettaient de rester là sans jamais être inquiétés par les dirigeants de la Sogema. Je prie pour les dirigeants de la nouvelle société pour que le Seigneur leur renforce leur carapace pour qu'ils puissent faire leur travail. Mais comme il y a des juges qui arrivent à juger les plus redoutables charlatans qui disent qu'on ne les attrape jamais, c'est de la même manière que tous ceux qui vont penser qu'il faut tricher et après faire des choses traditionnelles autour, ils vont comprendre que les temps ont changé. Exactement. Et voilà. Et voilà, d'accord, on passe maintenant au troisième sujet de l'actuel débat de ce lundi. Crise Bénin-Niger, 3 des 5 Nigériens arrêtés au Bénin pour s'être introduits frauduleusement sur le site du pipeline de Sebin-Podji ont été mis sous mandat de dépôt. C'est ce qui ressort, vous le savez, de leur passage devant le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme jeudi dernier. Parmi les mises en cause figure la directrice adjointe. 2 autres sont poursuivis pour port de faux badges. Les 2 restants ont été remis en liberté. Le procès est prévu pour ce lundi 17 juin. Je reste avec vous, Jules-Léandre Kitty. La paix, elle s'éloigne visiblement du dégel de la crise. Non, la paix ne s'éloigne pas. J'ai fait le choix délibéré depuis quelques jours de redevenir extrêmement optimiste par rapport au règlement de ce problème. J'ai souvent dit, lorsqu'il y a crise entre des êtres humains ou bien même des États, entre des communautés, il faut aller à la politique qui a permis à l'Afrique du Sud d'être debout aujourd'hui. C'est vérité et réconciliation. On veut se réconcilier, mais il faut qu'on se dise les vérités. Les 2 États, le Niger et le Bénin, continuent de fonctionner comme des États corrects, comme des États de droit. Donc ce n'est pas parce que le Bénin veut et a montré toute la bonne foi pour se réconcilier avec le Niger
que si des gens débarquent sur le territoire béninois et qu'on n'arrive pas à les identifier par rapport à un statut régulier et à des tâches régulières autorisées pour lesquelles ils sont sur le territoire, eh bien c'est normal qu'on puisse les interpeller. Et puis lorsque ils ont été interpellés, présentés au procureur spécial de la Criette, eh bien ils étaient 5. On n'a pas retenu les 5 pour les mettre sous mandat de dépôt. Donc, les 3 qui sont retenus méritent donc d'être retenus, sont en détention préventive. Le procès sera fait régulièrement. Vous avez suivi l'actualité après cette condamnation. Les gens ont condamné le Bénin de mettre l'huile sur le feu en arrêtant ses ressortissants nigériens. À Niamey, la société civile a annoncé une grande mobilisation pour soutenir le CNSP. C'est de bonne guerre. Ça, c'est la guerre psychologique. Après, un juge, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît d'un dossier, il regarde la loi, il dit est-ce que ce qui est fait est conforme à la loi. Et quand c'est pas conforme à la loi, il n'a pas à attendre que les gens finissent de marcher dans Niamey ou à Zender, qu'on finisse de critiquer à Cotonou pour agir. Le plus important, c'est que quand on va lui demander mais pourquoi vous avez fait ça? Parce que vous voyez, un procureur aujourd'hui, est-ce que vous comprenez pourquoi il donne de plus en plus des conférences de presse? Avant, la justice s'enfermait pour prendre ses décisions, mais la justice est là pour juger, rendre des décisions qui mettent d'accord la communauté. Donc on explique pourquoi on veut le faire en amont, et puis quand on fait après, on dit c'est au regard de telle disposition légale qu'on a pu le faire. Quand des gens n'ont pas des badges qu'il faut et que c'est établi comme tel, j'ai entendu un ministre nigérien dire dans une vidéo qui n'est pas un fake, dire que il savait que des gens allaient sur Cotonou et qu'il a même œuvré pour qu'on ne leur fasse pas de contrat. Il a même œuvré pour qu'il n'y ait pas de cadre professionnel. C'est une manière de dire, j'ai envoyé des clandestins et des clandestins, on met le grappin sur eux, on leur demande ce qu'ils sont venus faire. Mais quand devant la Criette, leurs avocats vont développer leurs moyens de défense et que la Criette va se faire sa religion là-dessus, s'ils méritent d'être relaxés, on va les relâcher. Ils le sont. D'accord. Donc merci. De ce point de vue, ça n'arrête rien dans les démarches diplomatiques entre les deux États. D'ailleurs, le chef de l'État béninois a prouvé toute sa bonne foi et je suis sûr que du côté de Niamey, les gens vont marcher contre Cotonou, mais vous allez entendre avec le temps, Inch'Allah, les démarches pour dire à la junte militaire au Niger, vraiment, trop c'est trop, faites quelque chose, nous avons besoin de reprendre nos relations avec nos frères béninois. De la même manière, peut-être que si le chef de l'État béninois n'avait pas donné toute cette bonne foi-là, peut-être qu'il y aurait eu des marches ici aussi pour lui dire, Monsieur le Président, pardon, nous plaidons pour que vous alliez plus loin dans des concessions pour que ça puisse marcher entre les deux pays. Quelle issue pour cette crise après cette affaire? Non, on va souhaiter que, parce que les voies diplomatiques, sont en train de montrer leur inefficacité. Nous sommes en Afrique et l'Afrique, vous le connaissez très bien. Quand les voies diplomatiques ne marchent pas, je pense que il faut des personnes plus sages pour faire entendre raison aux deux présidents. Je pense que c'est vrai, le Bénin a montré, le chef de l'État béninois a montré toute sa bonne foi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va souhaiter? Et le Bénin, le Niger, quand vous questionnez l'histoire, c'est des relations historiques, sociologiques et pourquoi pas commercial, qui existe il y a longtemps. Ce qu'on va souhaiter, c'est que la guerre de pipeline n'aura pas lieu. Et donc, il faut que les deux États puissent entendre raison. Il faut que la junte militaire puisse comprendre que le Bénin est en train de faire des efforts, qu'elle fasse également des efforts, la junte. Et ce qu'on va souhaiter, c'est que les relations entre le Bénin et le Niger puissent commencer, surtout les relations commerciales entre ces deux peuples-là. C'est ce qu'on va souhaiter parce que les peuples en souffrent. Les chefs d'État sont peut-être à l'abri, mais les populations, elles autres, ne sont pas à l'abri. Elles ont envie de faire le commerce, elles ont envie d'aller au Niger, elles ont envie de venir au Bénin pour pouvoir faire le commerce. Ce qu'on va souhaiter, c'est que les deux puissent s'entendre et que ceux qui sont à même d'agir dans cette crise-là pour le dégel puissent le faire. Les anciens présidents ont décidé de le faire. On va souhaiter que la CEDEAO, parce que le Bénin a voulu montrer bon élève de la CEDEAO, le chef de l'État a voulu s'est montré redresseur des torts, a montré qu'il est respectueux des engagements pris au niveau de la CEDEAO. Aujourd'hui, qu'est-ce que la CEDEAO fait devant cette crise? On ne voit plus la CEDEAO et dans la sous-région, on a comme l'impression que les autres États n'ont pas envie que cette crise se règle. On va souhaiter que ça se règle. C'est vrai que les deux États peuvent rester comme ça pendant des années. On a vu avec le Grand Nigeria, on a pu supporter ces chocs exogènes-là. Et donc, on peut également supporter, mais ce qu'on va souhaiter, c'est
pas facile. Ce qu'on va souhaiter, Merci. c'est qu'il y ait quand même de dégel, que les deux États puissent Parce que s'entendre. ça a trop duré. Mais je pense que nous sommes dans un état de droit au Bénin, et donc quand vous venez sur un territoire sans vos documents, on vous arrête. La preuve, vous ne pouvez pas aller en France sans les documents. La preuve, vous ne pouvez pas aller au Niger sans vos documents, on vous arrête automatiquement. Donc, on n'a rien fait de mal à arrêter ces gens qui se sont introduits sur le territoire. De façon clandestine. Exactement. Ce qu'on va souhaiter, c'est que la junte du Niger puisse comprendre que l'enjeu est de taille et que les deux peuples ont intérêt à rester ensemble. Merci à Sergino Lokossou. Je rappelle moi. que vous êtes journaliste. Léandre Ketty, consultant média en studio ce soir, ce lundi, pour cette première édition de Actu et Débat de cette nouvelle semaine. Mise en onde et Hilaire Espoir à Guémont. Prise de vue, Patrice Bédia. Merci à toute l'équipe du service français de l'information de Radio Cotonou. Présentation Brice Bill à Itchédji. Merci de rester avec nous sur cette superbe radio.